Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir, comme tous les dimanches, pour ce nouveau numéro d'International sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, émission que nous réalisons avec notre partenaire, le quotidien Le Monde. Aujourd'hui, au sommaire, une question. Où va la Turquie? C'est l'interrogation que nous allons lancer un mois tout juste avant l'organisation d'un référendum qui vise à renforcer encore, diront certains, le pouvoir du président Erdogan. Un scrutin serré et qui amène le régime à vouloir aussi mobiliser la diaspora, c'est-à-dire les Turcs vivant dans certains pays d'Europe. Pour cela, il voulait organiser des réunions publiques en Allemagne et aux Pays-Bas, en y faisant venir un certain nombre de ses ministres et plusieurs pays, l'Allemagne et les Pays-Bas notamment, ont refusé cette arrivée, cette organisation de meetings sur leur territoire. Une crise diplomatique et politique a éclaté, nous allons y revenir. Il y a beaucoup de conséquences diplomatiques, politiques, militaires peut-être. Et puis l'interrogation, est-ce que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne a encore aujourd'hui un sens? Autant de questions que nous allons poser à l'ambassadeur de Turquie en France, Monsieur Ismail Hakim-Moussa. Merci d'être sur ce plateau. Vous venez d'entendre donc beaucoup d'interrogations et vous allez répondre notamment aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayad du quotidien Le Monde. Avant de vous entendre, réaction en Turquie après cette interdiction de laisser venir sur le territoire européen un certain nombre de vos ministres pour ces réunions publiques. Nous allons voir les réactions du président Erdogan et de la presse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que parfois, elles manquent un peu de nuance. Entre la liberté d'expression, toute relative en Turquie, et le mauvais goût, il y a un pas que ce quotidien pro-gouvernement n'a pas hésité à franchir, aidé en cela par les provocations de Recep Tayyip Erdogan. Furieux du refus d'Amsterdam et de Berlin d'autoriser des meetings en sa faveur, le président turc avait ces derniers jours accusé les Européens de fascisme, de nazisme et de terrorisme d'État. Mais à propos d'une décision de la Cour de justice européenne sur le port du voile dans les entreprises, il a franchi une nouvelle ligne rouge. Qu'en est-il de la liberté religieuse? Qui a pris cette décision? C'est la Cour de justice de l'Union européenne. Chers frères, ils ont lancé une croisade contre le croissant. Pendant un autre rassemblement au sud d'Istanbul, Erdogan a appelé la diaspora à faire des enfants. Et oui, 5 au moins, a-t-il dit, meilleure réponse selon lui pour faire face à l'hostilité dont les Turcs d'Europe seraient victimes, toujours d'après lui. Absurde? Pas tant que ça, quand on sait que le président turc est en campagne pour un référendum qui vise à renforcer ses pouvoirs, mais dont le score s'annonce serré. Erdogan utilise ces décisions européennes pour démontrer à ses électeurs que décidément beaucoup de gens veulent du mal à la Turquie et que lui seul est capable de défendre le pays. Il se pose en sauveur de la nation, il hystérise le débat. On savait le virage autoritaire et ultranationaliste déjà engagé depuis le putsch raté en juillet dernier. Mais alors qu'il reste encore un mois avant le référendum, jusqu'où ira Recep Tayyip Erdogan? Ismail Hakim-Moussa, je disais en vous présentant que vous êtes l'ambassadeur donc de Turquie en France. On se doute bien que votre rôle, votre mission, c'est de porter la parole, l'explication du régime et du gouvernement de Turquie. Donc la distance critique, il sera faible. Néanmoins, vous avez vécu en France, vous avez fait vos études, vous connaissez bien la culture européenne. On peut assumer des montages tels que ceci, la chancelière en dictateur, fascisme, nazisme, des mots que l'on croyait oubliés. Ça ne vous embarrasse pas? En quoi ça choque? Nazi, ce genre ça choque de propos. un peu. Quand certains médias en Europe traitent notre président de dictateur, ça ne choque personne, ça ne dérange personne. Quand M. Erdogan est traité de dictateur dans la presse, dans la quasi-totalité de la presse en Europe... Mais là, c'est pas la presse, c'est Erdogan lui-même qui parle de nazisme. Ces propos, il faut les comprendre dans son contexte, je crois. Parce que Monsieur le Président était révulsé quand elle a vu son ministre condamné à siéger dans une voiture à 30 mètres du consulat général de Turquie à Rotterdam, une femme de surcroît, pendant 7 heures. On la laisse entrer en Allemagne, aux Pays-Bas à partir de l'Allemagne, elle fait 3 heures de route. Personne ne dit rien. Elle arrive à 30 mètres du consulat général de Turquie à Rotterdam. On dit non, vous ne pouvez pas. Est-ce que c'est ça le nazisme, monsieur l'ambassadeur? Ça, ce sont des déclarations politiques. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas à l'ambassadeur de commenter là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des relations normales
entre des gouvernements étrangers, l'Allemagne et la Turquie, en se traitant de nazis? Franchement, On peut... est-ce que vous justifiez les On propos peut avoir des relations normales. Est-ce que vous justifiez les propos du président Erdogan? Est-ce que Je- Madame Merkel est une nazie? Je pense que si on fait de l'empathie, si on fait un petit effort pour nous comprendre sur une base réciproque, on peut continuer, Est-ce bien que sûr. vous justifiez les propos du président Erdogan? Est-ce que Madame Les Merkel est une propos- nazie? Comme je venais de dire, les propos de Monsieur le Président de la République, ça n'est pas à son ambassadeur de les justifier. Vous me Bah, comprendrez. si, c'est votre travail. Euh, C'est de la diplomatie. Écoutez, Est-ce moi, que si jamais Monsieur Hollande traitait Monsieur Erdogan de nazi, Là- l'ambassadeur de France serait voyez, convoqué? la L'ambassadeur chose de France à a laquelle intérêt à convoquer. Monsieur le Président de la République a fait attirer l'attention de tout le monde est la chose suivante. Depuis une vingtaine d'années, à ce que je sache, nos ministres, nos responsables politiques se déplacent dans des pays européens, ils participent à des réunions de nature politique, des meetings, Mais là, c'est etc. électoral. Et il n'y a rien d'exceptionnel cette fois-ci. Alors, que s'est-il passé en Europe? Pourquoi aujourd'hui on interdit nos responsables politiques Monsieur de prendre l'ambassadeur. part à des manifestations politiques? Monsieur l'ambassadeur, C'est ça, par en exemple, fait. en France, il y a bel et bien eu une réunion autorisée à Metz. Et il n'empêche, les Français sont ensuite... Je ne parlais façon, pas au de même la niveau, France. traité Les de pays qui ont nazi-fasciste. interdit ce genre de manifestations, ils sont bien connus. L'Allemagne, Oui, mais Pays-Bas, l'Autriche, c'est etc. l'Europe qui est stigmatisée en un bloc. Qu'il y ait des critiques qui soient appropriées et dirigées sur telle ou telle action de tel ou tel gouvernement, et encore dans quels termes, mais là, d'un bloc, l'Europe nazi-fasciste. Je crois qu'il faut nuancer les propos. Il y a des propos Mais dans pour lesquels... nuancer nazisme, ça Parce va être que, compliqué. ça concerne plutôt l'Allemagne. Mais vous vous rendez compte, vous avez fait vos études à Strasbourg, vous connaissez bien l'état de l'Europe. Entend accuser l'Allemagne de nazisme pour une manifestation qui a été interdite, on est quand même assez haut en termes de nuances. Comme je disais, D'accord, cher vous monsieur, commencez c'était des propos politiques. D'accord. On peut, dans son contexte, dire que oui, c'est aller au-delà de l'intention. Mais il faut comprendre aussi le président de la République. Comment est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que maintenant les relations peuvent s'apaiser? Quel chemin est-ce que cela peut prendre quand on a atteint un niveau pareil Oui. pour que les relations finissent par se normaliser un jour? C'est notre rôle à nous tous. Ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas... Rien n'est compromis. Pour de bon, nous avons eu des hauts et des bas, si vous le permettez, dans nos relations, pas seulement avec l'Allemagne, le Pays-Bas et l'Autriche, mais avec d'autres pays dans le passé. Et les choses se sont mises en route par la suite. Le problème est le suivant. Est-ce que nous le voulons de part et d'autre ou pas? J'ai l'impression que certains pays ou certains cercles ou certains milieux en Europe qui ne souhaitaient pas voir notre pays dans l'Union européenne un jour, ils ont vu dans tous ces développements une occasion formidable pour dire que c'est le moment, il faut bloquer l'entrée de la Turquie en Europe. Non, si on est sur cette piste, on s'en sort pas, bien sûr. Et il y a très peu de chances pour qu'on puisse Mais, améliorer les Monsieur choses. l'ambassadeur, la Turquie non plus ne veut pas rentrer dans l'Union européenne. C'est fini. Non. Et pourquoi la Turquie ne l'admet pas? Là- Le président Erdogan passe son temps à critiquer l'Europe, ses valeurs, ses institutions, son fonctionnement, ses dirigeants. Il n'y a rien à faire ensemble. C'est pas grave. Personne n'oblige la Turquie à rentrer dans l'Union européenne, d'ailleurs si elle ne le veut pas. Mais depuis 5 ans, son président, ancien Premier ministre, passe son temps à expliquer que l'Europe, c'est le mal. Eh bien, qu'il n'y rentre pas. Il n'en a pas besoin, les Européens non plus, semble-t-il. C'est juste que personne n'a envie de le dire. Tout le monde veut pousser l'autre à la faute. Et j'ai l'impression que le président Erdogan cherche ça, cherche à ce que les Européens disent « c'est fini », en multipliant les provocations, en parlant de nazisme, de fascisme, de croisade. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que j'aurai l'occasion de répondre à chacune de ces... Non mais est-ce que la Turquie ne veut vraiment rentrer dans l'Union européenne? Le président Je pense pas. Erdogan... C'est un ensemble de valeurs, l'Union européenne. Oui, Vous ne les partagez pas, donc pourquoi y rentrer? Je les partage au moins autant que certains en Europe. La peine de mort, la croisade... Permettez-moi d'y revenir. Allez-y. Permettez-moi d'y revenir. Monsieur le président Erdogan ne s'est pas levé un bon matin, s'est dit « je vais me mettre à critiquer l'Europe ou certains pays européens ». Pourquoi?
vous me parliez, merci à vous, des valeurs sur lesquelles est fondée l'Europe. Peut-on expliquer l'attitude de la police aux Pays-Bas qui lance sur la population, sur des gens, des chevaux fraîchement ferrés et des... Mais vous transformez un problème de maintien de l'ordre et de valeur. Non, c'est pas possible. Écoutez, l'exemple d'une manifestation, problème. parler des valeurs. Non, S'il vous plaît, monsieur laissez-moi l'ambassadeur. parler, monsieur Ayad. Je vous ai bien écouté Allez-y. avec beaucoup de patience. Je sais que c'est ça le Et il en problème. faut pour Christophe. On a l'impression qu'on peut dire tout en Europe. On a le droit de dire tout en Europe. On a le droit de critiquer tout le monde. Et les gens doivent se taire. Il n'y a plus un monde pareil. Il n'y a plus un monde pareil. Il faut qu'on s'habitue à cela. Primo. Croyez-vous que ce qui s'est passé en Allemagne, ce qu'on a fait aux Pays-Bas, ce qu'on a fait dans d'autres pays en Europe, est-ce que ces pratiques sont compatibles avec les valeurs européennes? Je vous dis non. Je pense que ça n'est pas compatible du tout. Monsieur l'ambassadeur. Quand on critique les autorités turques, permettez-moi, s'il vous plaît, d'avoir certaines carences, que j'accepte aussi, nous avons toujours dit que notre démocratie s'améliore chaque jour. On fait des pas dans la bonne direction chaque jour. Mais au lieu de nous aider dans cette direction pour consolider nos efforts, on nous met sur la sellette chaque jour et on nous critique sans arrêt. Je crois que... Sophie Malibaud. Oui. Une question précise. Oui. Quand le président Erdogan plaide en faveur du rétablissement de la peine de mort, est-ce qu'il ne sait pas, faisant cela, qu'il tourne le dos purement et simplement à l'adhésion européenne? Je complète votre question, puisque à l'instant, une interview de Jean-Claude Juncker, enfin ce matin, dans Bild, dit qu'une telle décision entraînerait la fin des négociations. Comme ça, le dossier serait carrément enterré. Ça, c'est clair. Si dans un pays candidat, la peine de mort est rétablie, il n'y aurait plus à négocier avec l'Union européenne. Je suis d'accord avec vous. Cela étant, je reviens sur les déclarations auxquelles vous faites allusion. C'est vrai, notre président a tenu ce propos. C'était une dizaine de jours suivant la tentative de coup d'État dans notre pays. Et je suis étonné, personne n'en parle. Monsieur Ayad, qui connaît très bien les circonstances dans lesquelles ça s'est passé en Turquie, on nous demande très peu, très rarement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un coup d'État dans notre pays. Monsieur l'ambassadeur, J'y reviens. il a réitéré le reviens. rétablissement de la peine de mort. J'y reviens. Il a réitéré. Le président avait dit que, parce que c'était une demande qui émanait par les foules. Il était devant dans un meeting, les gens, ils brandaient des pancartes. Il a dit, c'est vrai, il a dit, si le Parlement vote une loi dans cette direction, je l'approuve. C'était les propos du président. Qui est majoritaire au Parlement ? Par la suite, notre Premier ministre a fait des déclarations successives, y compris avec ses homologues européens, français compris. Il a dit qu'il n'y avait pas un tel projet à l'ordre du jour de notre gouvernement. Bon. Mais il y a quelques jours, Donc, le président Erdogan a dit qu'il signerait sans hésiter ce texte. Ce sont des déclarations. Il faut juger la Turquie. En tant que pays candidat, il faut juger la Turquie sur une base légale, juridique. Est-ce que nous avons dans notre système législatif un article pareil ou pas ? Non, nous ne l'avons pas. Christophe Ayad. Aussi, je vais une petite parenthèse, vous vous en souviendrez. En France aussi, certaines personnes ont parlé de la peine de mort et d'autres rétablissement. Personne n'a parlé de la rétablir. Aucun président n'a parlé de la rétablir. Pas le président. Pas des responsables politiques, mais des gens, ils en ont parlé. Considérons cela dans le cadre de la campagne d'expression. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan Mme Le Pen et M. Erdogan, j'espère, en tout cas pour vous. Mais je suis désolé. Monsieur l'ambassadeur. Je suis désolé. D'ailleurs, Mme Le Pen ne souhaite même plus le rétablissement de la peine de mort. Lorsque vous dites que la Turquie n'a pas... Lorsque vous dites que nous ne prenons jamais votre point de vue, c'est pas vrai. Nous sommes allés, le monde est allé à Istanbul interviewer le président Erdogan. Merci. Mais la question que je voulais vous poser, si demain, dans le cadre d'une campagne électorale, à la fin d'un processus de paix en Syrie, Bachar el-Assad voulait organiser des meetings sur le sol turc, vous l'accepteriez ?
Là, c'est de la science-fiction. Ah non, pas du tout. Dans 2 ans, il va y avoir des élections. Il y a eu des élections il y a 4 ans en Syrie. Il faudrait qu'on œuvre ensemble. Et d'ailleurs, nous travaillons beaucoup avec nos amis français pour que les choses se rétablissent en Syrie. Et nos déclarations étaient claires. Écoutez, un homme responsable ne parle pas sur des suppositions vraiment dont la probabilité de réalisation est peut-être 1%. Alors, il faut, nous l'avons dit avec nos amis français, que nous ne voulions pas voir Bachar el-Assad dans l'avenir de la Syrie. C'était des déclarations faites de notre gouvernement et du gouvernement français. Maintenant, supposer que dans un avenir proche, Assad resterait dans le pouvoir et viendrait faire des meetings en Turquie, ça c'est autre chose. Je pense que nous avons tellement de choses concrètes devant nous, à parler que faire des suppositions de cette nature, moi je crois, vous m'excuserez, mais... On va reposer la question autrement pour sortir effectivement de tout cela. Il y a donc 30 ans, c'était en 87 que votre pays a déposé le dossier d'adhésion à l'Union européenne. Tout à fait. Est-ce qu'entre votre fort intérieur, vous y croyez encore, et est-ce que les Turcs en ont envie? Est-ce qu'il y a une perspective? Personnellement, j'y crois, j'y ai cru toujours, et je crois. J'y ai cru ou j'y crois? Je crois. Et je crois et je sais que c'est encore une perspective stratégique pour notre pays, en dépit des déclarations qui sont faites. Il ne faut pas nous tromper. L'orientation européenne de notre pays, c'est un choix délibéré. Mais plus personne ne vous soutient réellement parmi les 27. Parce Par que, exemple, le problème de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, est-ce qu'en ce moment, la Turquie prend le chemin d'un pays qui puisse rejoindre l'Europe selon ses critères? Il y a un certain nombre de prisonniers, vous savez, de journalistes ce que détenus en nos Turquie responsables actuellement. politiques ont proposé à leurs homologues en Europe, en France compris. On a dit, écoutez, à raison des fois à tort, vous nous critiquez parce que nous avons des carences dans le domaine de respect des droits fondamentaux. Ok. Et vous nous dites, il y a des carences dans l'efficacité du système judiciaire. OK. Allons, ouvrons le chapitre 23, parlons des droits fondamentaux, à bâton rompu, faisons la même chose dans le chapitre 24, dans le cadre des négociations. Les chapitres pour l'adhésion à l'Union. Voilà. On n'a pas voulu en entendre parler. Et moi, je suis à l'intérieur. On en parle depuis une dizaine d'années. Parce que ils veulent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que ce sont des chapitres que d'habitude on entame vers la fin du processus de négociation. Ça explique peut-être dans une large mesure les choses, mais cette situation, ces circonstances, croyez-moi, sont passagères. Nous sommes en train de rétablir l'ordre dans notre pays suivant la tentative de coup d'État. Il faut comprendre cette tentative. Il fallait faire attention à cela. Il fallait en saisir la portée. Ces gens-là, ils voulaient mettre le désordre dans le pays. Ils voulaient créer une sorte de situation similaire dans des pays voisins. Le pays ne pouvait pas rester indifférent à cela. C'est vrai que nous aussi, dans notre histoire, cher monsieur, nous avons dû de temps en temps mettre la liberté d'expression, les libertés d'une manière générale et l'autorité de l'État, la sécurité de l'autre. Là, pour l'instant, la sécurité a pris le dessus. Là, c'est pas différent de beaucoup d'autres pays. Je sais qu'il y a des difficultés. On essaye de surmonter ces difficultés, mais ça ne peut pas s'éterniser. Si les gens qui suivent de près notre pays, ils voient qu'il y a des mécanismes de rétablissement qui ont été mis en œuvre. On me parle, par exemple, des gens qui ont été licenciés. Plus de 80 000. D'accord. Mais il y a eu 32 000 qui ont été repris. Parce qu'on a fait une analyse... Monsieur l'ambassadeur, oui. Vous l'avez compris, beaucoup de questions encore à vous poser sur l'image du pays, sur les relations avec l'Europe, notamment en matière de migration. Tout de suite, nous faisons sur l'antenne de RFI une pause d'actualité et nous nous retrouvons dans 2 minutes exactement.
Retour international sur les antennes de TV5 Monde, RFI, émission réalisée avec Le Monde. Nous parlons aujourd'hui de la Turquie en ayant invité Ismaël Hakimosa, donc ambassadeur de Turquie en France. Première question, donc dans cette reprise, Christophe Ayad. Monsieur l'ambassadeur, vous disiez ces gens-là, il faut comprendre qu'ils ont voulu déstabiliser l'État. Vous parliez, j'imagine, des gens de la confrérie Fethullah Gülen. Ces gens-là, ils ont été mis là où ils sont, notamment grâce à l'AKP, à la politique du président Erdogan pendant 10 ans. C'était l'allié du parti au pouvoir. Comment vous expliquez aujourd'hui ce retournement? Je l'explique de la manière suivante. L'avènement de l'organisation terroriste guleniste, ça ne commence pas avec AKP, primo. C'est un mouvement qui s'est infiltré dans l'appareil étatique en Turquie, économique, dans la police, dans la justice, dans les principaux maillons de la fonction publique, etc., depuis une trentaine d'années, militaires compris, l'appareil militaire. On a l'impression que, et je vous fais part de ces réflexions à titre amical, on a l'impression que ça commence avec AKP. C'est faux. Ça commence dans les années 80. Mais à l'époque, il n'était pas considéré comme terroriste. Mais le problème, c'est que ça n'était pas aussi prononcé à l'époque, parce qu'ils étaient au début. Où vous étiez d'accord, en fait. Le problème, là on avait, les deux étaient alliés. On avait l'impression que c'était un moment de bienfaisance. Ils ne s'occupaient que des enfants en difficulté, qu'ils aidaient les personnes démunies, ils aidaient à la construction des écoles, etc., etc. On a tout de même l'impression qu'ils sont devenus terroristes à partir du moment où vous n'étiez plus d'accord. J'y reviens au mot terroriste, il faut qu'on le justifie. Vous avez raison, madame, merci pour votre question. Au début de l'avènement de AKP, comme, si je puis m'exprimer ainsi, quand ils sont venus au pouvoir, après les élections en 2002-2003, nous étions dans des circonstances similaires, mais le mouvement avait déjà pris une grande envergure. Personne n'avait légitimement le droit de les qualifier comme terroristes, comme tels. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand même, dans chaque État, il y a des fonctionnements pareils. On avait commencé à douter de certaines choses. Quand est-ce qu'ils sont transformés en terroristes? La nuit de 15 juillet dernier, 2016. Coup d'État. Ils étaient déjà réprimés avant. Pardon? La répression, les purges avaient commencé avant le putsch. Il y avait certaines initiatives. C'était pas la répression, comme vous venez de le dire, c'était certaines mesures prises par l'État. C'est vrai. Quand il y a eu tentative d'immixtion dans certaines administrations, qu'est-ce qu'a fait l'État? Il a pris des mesures plus adéquates pour contrôler et empêcher l'infiltration des membres de ce réseau dans la fonction publique. Ça, c'est pas de la répression. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi. Passons au référendum. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il y a besoin de faire une réforme constitutionnelle alors qu'en fait le président Erdogan exerce le pouvoir aujourd'hui? Il a, d'une certaine manière, réinterprété les institutions à sa faveur. Donc pourquoi avoir besoin de changer la Constitution aujourd'hui? Monsieur Ayad, merci pour votre question. Votre question habite aussi la réponse dans une large mesure. C'est vrai. À quoi bon un référendum? Pourquoi on change une vingtaine d'articles de la Constitution turque actuelle? On en change 18. On a, par exemple, vous savez, le gouvernement actuel, il est combienième? Au-delà de 60, depuis la fondation de la République. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons 46, 47 présidents depuis 2 siècles et demi. En plus de 70 ans, c'est pas 80 ans même. On avait l'impression, et on a vu ça, que le système parlementaire tel qu'il est exercé dans notre pays n'était pas toujours à même d'amener la stabilité politique. Donc il faut un régime présidentiel fort. Il fallait ce qui est à la base de la recherche
des recherches politiques en Turquie. Et aussi une parenthèse, monsieur Hayaat, puisque c'est vous qui avez posé la question, ce n'est pas monsieur Erdogan qui initie ce débat. Monsieur Özal, quand il est venu au pouvoir, dans les années 80, il avait publiquement dit que ce qui convenait au pays, à la Turquie, c'était le système présidentiel. Par la suite, c'est M. Demirel qui est venu au pouvoir. Il a avancé les mêmes propos. Aujourd'hui, M. Erdogan se trouve dans une situation dans laquelle il s'estime plus à même de pouvoir la réaliser. Donc il veut un régime plus fort, plus personnel, plus présidentiel. C'est un régime présidentiel, tout à fait. Un régime présidentiel. On changera de... pas de régime, mais système de gouvernement. Est-ce qu'à l'origine des tensions actuelles, il n'y a pas aussi le fait que ce référendum risque d'être perdu et qu'il y a la crainte tout à fait. De pouvoir perdre, et c'est pour cette raison qu'il faut faire des meetings à l'étranger, etc. C'est là que je voulais dire que la question avec la réponse. Quand vous allez dans les urnes, vous avez vu assez d'exemples pour en être convaincu. Dans les urnes, rien n'est sûr. Ça peut être gagné comme ça peut être perdu. Mais toute la classe politique, une bonne partie du moins, est unanime là-dessus. Si ce changement de système est introduit, ça serait une bonne chose pour le pays. Et contrairement, excusez-moi, une phrase de plus là-dessus, contrairement à tout ce qu'on laisse entendre ici et là, il n'y aura pas d'augmentation du pouvoir, un accroissement du pouvoir absolu du président de la République. Loin de là. Le président Erdogan, ils exercent les mêmes pouvoirs aujourd'hui. Bon. Monsieur l'ambassadeur. Les mêmes pouvoirs, je peux vous les énumérer. Nous allons passer à un autre thème. Oui. Il y a un an tout juste, c'était le 18 mars 2016, un accord était signé entre l'Union européenne et la Turquie. On se souvient, c'était la crise des migrants. Un accord a donc été conclu, un soutien financier de l'ordre de 3 milliards d'euros. L'ONU dit aujourd'hui, réagit, ces accords n'ont pas été tenus à propos des migrants. On prête à la Turquie l'intention de rompre cet accord avec l'Union européenne sur le maintien, j'allais dire la rétention, sur le maintien sur son territoire de ces migrants. Qu'en est-il ? Nous en sommes à une situation dans laquelle il est impossible de continuer dans cette direction difficile, techniquement difficile, seulement en mettant le fardeau sur le dos de notre pays. Mais un accord avait été conclu à nouveau, avec une aide financière de 3 milliards d'euros. J'en parlerai avec votre permission. L'accord a été signé le 18 mars dernier. Il y a un an. Un an. Cet accord a 4 piliers primordiaux. Le premier, c'était la recherche pour mettre fin à ce flux migratoire vers l'Europe. Absolument. Il y avait entre 7 à 10 000 personnes qui transitaient les frontières européennes, Grèce, Italie, Espagne, etc. C'est réduit à 35 au mois de mars 2017. Mais cet accord, il va tenir ou vous le dénoncez ? Cet accord va tenir si nos amis européens nous aident. Le volet migratoire, ça réussit. Dans le volet financier, chers amis, dans le volet financier, on nous a promis 3 milliards d'euros d'aide 6 milliards, oui. pour être dépensés pour les Syriens. Nous en avons reçu jusqu'à présent que 777 millions d'euros. Donc vous dites l'Europe n'a pas joué le jeu ? L'Europe n'a pas joué le jeu du tout. Vous savez, depuis le début de la crise, il y a eu 178 000 naissances en Turquie, des Syriens. Ils ont 6 ans aujourd'hui. Il y a 850 000 enfants syriens en Turquie. Quand l'Europe finira d'allouer ces sommes, ils auront 15 ans ces enfants. Donc cet accord va disparaître, il est mort. Cet accord, aujourd'hui, à l'heure où je parle, est en vigueur. Notre pays, la chose qui est avancée, qui est prononcée par nos responsables politiques, M. Erdogan compris, est simple. Chers amis, c'est un appel envers vous. Nous, les Turcs, la Turquie ne peut pas s'en sortir seule. Déjà, nous avons 3 millions de Syriens dans notre pays et essayez de nous aider. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les gens disent, M. Erdogan menace l'Europe. Il ne menace pas. C'est un avertissement amical. Parce que là, croyez-moi, notre pays a dépensé, avec la société civile compris, 25 milliards de dollars jusqu'à présent. Le gouvernement, 15 milliards. 15 milliards. Le gouvernement turc seulement.
Mais s'il vous plaît, là, il faut quand même aider un petit peu. C'est la moindre des choses. Il y avait 2 autres piliers. Libéralisation du régime de visa. Rien ne va plus. Les Turcs pouvaient entrer en Europe sans visa. Voilà, pour les citoyens turcs. Et le dernier volet, c'était l'accélération du processus d'adhésion. Là aussi, rien ne marche. Alors, il y a une autre interrogation en ce qui concerne l'OTAN, donc le traité d'Atlantique Nord, c'est-à-dire les alliés, États-Unis, Europe, etc. Oui. Et il y a de grandes dissensions, des interrogations sur le maintien, sur le bon fonctionnement de la Turquie par rapport à l'OTAN, notamment sur des relations très tendues avec l'Autriche cette fois. Est-ce que vous restez attaché à cette alliance militaire? Nous sommes profondément attachés à intégrer dans l'Alliance Atlantique. Il n'y a pas de question et de problème du tout. Mais votre question est judicieuse. Je ne l'entends pas seulement aujourd'hui, mais depuis curieusement, depuis le début de la crise syrienne. Il y a eu des gens qui ont avancé des propos de cette nature. On a fait des articles. Certains ambassadeurs qui ont servi dans notre pays d'Europe, comme des États-Unis d'Amérique, ils ont fait des papiers. Il faut mettre en cause, il faut revoir, revisiter l'appartenance de Turquie à l'OTAN. C'était plutôt des interrogations qui émanaient de leur part. Mais la Turquie est une partie intégrante de l'OTAN depuis X temps, depuis des décennies. On a soutenu l'Europe dans les années de la guerre froide. Aujourd'hui, montrer la Turquie de droit, c'est quand même pas... Vous savez aussi que la Turquie, par exemple, a émis le souhait d'acheter le système S-300 de défense antimissile russe. Oui. Ça serait complètement incompatible avec les règles de l'OTAN. Vous le savez. Là, donc, monsieur Ayad, c'est un sujet que j'aurais voulu bien débattre, y compris à l'écran, pendant 1 heure avec vous. Ça a une longue histoire. Là-dessus. Non, mais pour dire combien... L'achat de ce matériel russe est incompatible avec les règles de l'OTAN. Il y a des pays de l'OTAN qui ont du matériel russe. Pas les S-300, parce que c'est un système de radar qui vous permet de balayer l'ensemble du périmètre du flanc sud de l'OTAN. Vous le savez. Quand un autre pays de l'OTAN, la Grèce par exemple, achète du matériel russe, il les intègre. Il les intègre dans l'appareil d'infrastructure de l'OTAN. Pas le système de radar antimissile S-300, qui, lui, fait partie des matériels sensibles. Vous le savez. Déjà... Tout le monde le sait. Je sais. Déjà, le système S-400 n'est pas acheté. Primo. Non, mais on avait parlé... On en parle, mais la liberté d'expression, justement, tellement chérie. On avait aussi parlé, par exemple, pour notre pays, il était question d'acheter le système anti-aérien d'antimissile, système de défense aérienne de la Chine. On en a parlé. En fin de compte, on a fini par conclure que ça n'est pas adapté à notre besoin. Mais entre-temps... C'est pas adapté à votre besoin, c'est incompatible avec l'OTAN. C'était pas à cause de ça que... Je ne suis pas sûr pour quelle raison ça a été refusé. Et personne n'a dit que la Turquie était à la recherche de ce genre de système pour consolider l'infrastructure de l'OTAN. Un pays de l'OTAN, nous sommes en France... On le connaît très bien, la question en France. Un pays membre de l'OTAN peut développer une infrastructure nationale. La question, elle est la suivante. Pourquoi nous avons été, dirais-je, pas obligés, mais on a éprouvé ce besoin d'aller chercher ce genre de munitions, d'infrastructures ailleurs. D'armes. Parce qu'on n'a pas pu avancer avec nos amis, nos alliés. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'aujourd'hui la Turquie n'est pas en plein grand écart dans son rapprochement avec la Russie et finalement une sorte de distanciation de plus en plus grande vis-à-vis de l'allié américain? Pas du tout. Je m'explique. Sur le terrain syrien. Je m'explique. Quand il y a eu... Moi, je suis obligé de donner d'autres exemples pour que les choses soient plus explicites. Quand il y a eu la chute d'avions russes, cet avion de chasse russe, le 24 novembre... Il n'est pas tombé tout seul, hein. Il a été abattu. Quand nos forces aériennes l'ont fait chuter. Nous l'avons assumé. Mais ce qui s'est passé par la suite est important. Bien sûr, c'était une véritable tension et crise entre la Turquie et la Russie. Tout le monde en Europe,
Au sein de l'OTAN, comme à l'extérieur de l'OTAN, ils ont dit, oui, vous savez, il faut quand même calmer le jeu. Deconflicting, c'était le mot d'ordre. Nous étions de même avis aussi. On nous a conseillé ici et là, partout en Europe, à raison d'ailleurs, de calmer le jeu, renouer les relations. On ne peut pas insister sur cette ligne alors que la Russie est un acteur important en Russie, etc. Une fois que nous avons renoué avec les Russes, on a dit « Ah, vous êtes trop rapprochés ». Mais il faut quand même choisir. Et aujourd'hui, pour être très explicite, le niveau de relation entre notre pays et la Russie n'est pas encore au niveau qui précédait l'événement de l'avion de chasse russe. Et il faut être réaliste. En Syrie, la Russie est un acteur important, comme l'Iran d'ailleurs. On ne peut pas chercher une solution à la crise syrienne en excluant les Russes. Vous voyez, et nous n'avons pas changé d'alliance. Nous sommes ancrés dans l'alliance européenne. Il faut que nous développions des relations saines avec nos voisins. Monsieur l'ambassadeur. Les Russes. Monsieur l'ambassadeur. Excusez-moi. Oui, s'il vous plaît. Vous parlez de la Russie, effectivement, de votre processus de réconciliation. Vous sembliez attendre beaucoup de l'administration Trump. Et en fait, on a l'impression que vous êtes un peu déçu. Parce que finalement, Trump, depuis qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il a confirmé... il a passé le Muslim ban. L'interdiction pour les musulmans d'entrer sur le territoire pour un certain nombre de pays musulmans, même si la Turquie n'est pas visée. D'ailleurs, on l'a peu entendu. Deuxième décision, il va continuer les États-Unis vont continuer à soutenir les Kurdes de Syrie dans le cadre de leur alliance contre Daesh, l'État islamique. Oui. Finalement, il n'y a pas de changement avec l'administration Obama, sauf ce Muslim ban qui est finalement, pas un bon message envoyé au monde musulman. Comment vous jugez-vous l'administration Trump? Une déception? Pour être franc avec vous, je pense qu'il est tôt pour juger l'administration Trump dans sa politique étrangère. Primo, il y a 1 mois, 45 jours, d'une part. Secondo, il y a eu certaines mesures qui ont été annoncées par l'administration Trump, y compris l'interdiction des ressortissants de certains pays. Il y en a 7 dans les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est décourageant. Et nous, Turquie, nous avons fait part de notre profonde inquiétude en la matière auprès de l'administration Trump. Ça, c'est clair. S'agissant de la Syrie et la présence... pas kurde d'une manière très simple, mais avec ses composants terroristes, de PYT dans le nord syrien. Oui, qui est allié au c'est la PKK. branche syrienne de PKK. Oui. C'est comme ça que nous l'évaluons. Parce que nous n'avons jamais été contre nos voisins et frères syriens kurdes. Non, nous en avons des millions dans notre pays. Et ils sont accueillis aussi avec beaucoup de bienveillance. Ce que nous combattons, c'est le PYT, qui est l'aile armée en Syrie de PKK. C'est vrai. Le Parti des travailleurs kurdes. Voilà, voilà. C'est vrai que l'administration Trump, pour le moment, donne les mêmes signes, les signes similaires qu'à l'administration. Même une forme de renforcement. Voilà. 1000 conseillers supplémentaires. Voilà, blindés, conseillers etc. supplémentaires, etc. Nous avons réitéré le même discours. Nous leur avons dit, nous combattrons le PYT où qu'il soit. Donc vous risquez de vous affronter avec des conseillers militaires américains. Je parle de PYT. Oui, mais Mais ils ont des conseillers militaires américains. Comment vous allez gérer cette contradiction sur le terrain syrien? Sur le terrain syrien, hier encore, je voyais à la télévision, il y avait quelques militants de PYT qui étaient en l'état de non-nuisance. Vous savez dire ce que ça veut dire. Ils ont mis dans un état où ils ne peuvent plus nuire. C'est-à-dire qu'ils ont été chassés. Voilà. Donc la Turquie continuera dans cette direction, y compris pour Raqqa, l'opération concernant Raqqa, où nous sommes prêts à intervenir avec nos amis français et américains. On leur a proposé quand même une manière de procéder. On a dit, écoutez, ça n'est pas
parce que le PYT, en tant qu'organisation terroriste, combat Daesh, qu'on devrait légitimiser le PYT. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut se trouver dans la situation, de nouveau, ou la situation de Kobané, par exemple, où en fait des Kurdes sont assiégés par Daesh et finalement la Turquie préfère laisser faire, laisser Daesh prendre la place plutôt que de porter secours et d'aider les populations. Non. C'est ce qui s'est passé au moment de Kobané. Madame, je vous donne l'exemple tout de suite. Ce que nous avons relancé juste au mois d'août dernier, l'année dernière, l'opération Bouclier de l'Euphrate, c'est contre le Daesh. C'est pour chasser le Daesh de nos frontières. Il est exclu. Nous faisons une distinction très claire. Il y a dans certains endroits, dans le sud du pays, à l'intérieur de la Syrie, 3 entités. Eux, ils appellent ça des cantons, à El Gezira, à Kobané et à Afrin. Il y a des populations kurdes qui vivent là-dedans. Nous n'avons rien contre ces gens-là. On communique même. Mais ceux qu'on combat, nous, ce sont les militants de PYT. D'ailleurs, les Kurdes de la région aussi, ils ne sont pas d'accord avec eux. Ils essaient de combattre. Monsieur l'ambassadeur, oui. On a vu au début de cette émission l'appel, en quelque sorte, que le président Erdogan lance à la diaspora qui vit actuellement en Europe, d'avoir notamment 5 enfants pour peupler, en quelque sorte, ce continent. Vous savez bien que ça nourrit un populisme, un rejet extrêmement fort vis-à-vis de la migration et vis-à-vis de votre pays. Je ne sais pas si c'était lancé seulement en tout cas, le président Erdogan a repris cet appel, ce conseil. J'ai entendu la déclaration, mais je l'ai compris comme une déclaration envers tout le monde. Tous les ressortissants de pays. En Turquie, on peut le concevoir. Mais cet appel, notamment la diaspora, pour être plus présent sur ce territoire. Vous savez que ça nourrit actuellement ce populisme, ce rejet, comme si le président Erdogan avait besoin, au fond, d'un ennemi pour que les nationalistes se mobilisent en masse. Non. Cet appel à 5 enfants, pour l'Europe, c'est curieux. Écoutez, en Europe, dans 28 pays, ou voire plus, il y a au mieux 5 millions de ressortissants de notre pays. Alors, même s'il faisait pas 5 mais 10 enfants, j'exagère un peu, ça ne signifie pas grand-chose. Cet appel était destiné à notre population dans le pays. Bon. D'ailleurs, le président Erdogan avait fait une déclaration similaire quand il accédait au pouvoir. Il conseillait au moins 3 enfants à chaque famille. Mais moi-même... Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ce type de conseil, de peupler massivement. Écoutez, je voudrais vous poser, on arrive au terme de l'émission, pardon. Oui. Je voudrais vous poser cette question. Être ambassadeur de Turquie actuellement, lorsque votre pays suscite autant d'interrogations, à une image de marque un peu dégradée sur les libertés publiques, est-ce que c'est pas un peu compliqué? C'est difficile, j'entends. J'essaye et c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Une seule chose, j'ai demandé à mes amis français, depuis que je suis en poste, depuis le mois de novembre dernier, M. Hayat compris. Donnez-moi aussi... Ça veut dire quoi, M. Hayat compris? C'est un ami. Parce que c'est l'un des spécialistes, l'un des spécialistes de notre pays, en France quand même, et je respecte beaucoup la personne et l'œuvre. Je leur ai dit une chose très simple. Donnez-nous l'occasion de nous exprimer et faites votre analyse par la suite. C'est ce que nous faisons d'une manière souveraine. Et je vous remercie. Monsieur Dessin, je vous remercie. C'était une occasion pour moi de pouvoir m'exprimer et essayer de apporter des réponses à vos questions. Pour revenir à votre dernière question, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Nous traversons une période difficile pour des raisons évidentes, mais je suis confiant. Je suis confiant et à partir d'ici, je remercie tous mes amis français. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été sur le plateau d'International, d'avoir répondu à nos questions qui, elles, par rapport à ce que je disais au début, ont eu en effet une interrogation, une distance critique. Et pour montrer que vous connaissez bien l'Europe, je montre, vous voyez, votre thèse, la thèse que vous avez écrite sur l'intégration, le processus de constitutionnalisation de l'Union européenne. Vous connaissez bien. Serez-vous un jour européen? Nous aurons l'occasion d'en reparler et peut-être de vous réinviter à cette occasion. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro d'International. Nous reviendrons sur les 60 ans du traité de Rome et donc sur l'état de l'Union européenne qui là aussi appelle des questions assez poussées. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.